Bonjour, bonne année 2021 à tous et bienvenue. Je crois que vous êtes nombreux à être connectés ce matin et à suivre cette séquence inaugurale de l'année 2021, Leaders Masterclass, qui est exceptionnelle à deux points de vue. Je crois que c'est la première fois que nous faisons une séance entièrement digitale, d'une part. D'autre part, les invités de Pierre de Canacchi et Louise Mirabel aujourd'hui ont la particularité d'être les mêmes visionnaires qui sont venus il y a un an, un peu plus d'un an, début 2019, juste avant le confinement, pour parler du management à distance avec les outils digitaux, sans imaginer, ou peut-être l'imaginaient-ils en fait, que leur parole serait prophétique quelques semaines après, et donc je pense que leur retour d'expérience sera particulièrement intéressant. Je suis Olivier Panafieux, je suis ravi de vous accueillir tous ce matin dans cette séance des Leaders Masterclass dans les locaux de Roland Berger. Président, cher Pierre, bienvenue à vous et à vos invités. Je vous laisse la parole ainsi qu'à Louise Mirabel et nous sommes impatients d'écouter le retour d'expérience de vos invités sur ces 12 mois finalement qui ont permis de mettre en œuvre les visions prophétiques qu'ils avaient pu exposer déjà au début de l'année 2019. Merci de votre accueil chez Roland Berger. Bienvenue à toutes et à tous à cette 19e session des Leaders Masterclass. Madame Martineau et moi avons créé ces masterclass il y a 4 ans, en 2017, avec pour objectif de partager les bonnes expériences, les bonnes pratiques qui ont été mises en place par des patrons d'entreprises, de grandes entreprises cotées du CAC 40, du SBF 120, comme d'entreprises françaises moyennes, comme d'entreprises internationales, partager ces bonnes pratiques et en fait créer un club qui est un cercle d'information et de formation pour cadres dirigeants. Nous en sommes à la 19e session. Des grands patrons comme Xavier Huillard de Vinci, Pierre-Frédéric Rouleau du groupe Louvre, Bazin d'Accor, Mercedes Serra d'Avas et bien d'autres sont venus partager les moyens qu'ils avaient mis en place pour répondre aux évolutions de leur clientèle et surtout aux besoins de leurs collaborateurs. Il y a 18 mois exactement, presque exactement, nous avons réuni une session sur management et outils digitaux. Et 3 dirigeants d'entreprise nous ont fait le plaisir de venir débattre de ces outils digitaux, de leur mise en place dans l'entreprise, des implications que cette mise en place pouvait avoir. Ces 3 dirigeants étaient et sont aujourd'hui avec nous à nouveau, 2 physiquement ici, c'est Gonzague de Pierret et Alain Roumillac, et chez Google, François Villalon. Pourquoi ces 3 dirigeants? Parce qu'ils représentent les 3 facettes importantes pour la mise en place d'outils digitaux et la mise en place d'une manière effective du télétravail. Gonzague de Pierret, parce que par sa double casquette de patron d'une entreprise industrielle et de patron d'une entreprise commerciale de distribution, et il nous décrira ses activités, a eu à faire face à la mise en œuvre effective du télétravail dans des activités de caractère industriel ou commercial. François Villalon, chez Google, dans la mesure où il est à l'origine et le diffuseur des outils qui sont utilisés par la plupart des entreprises pour faciliter le télétravail. Et enfin, et c'est dans l'ordre dans lequel ils vont nous parler, et enfin Alain Roumillac, parce qu'il apporte aux entreprises à la fois les compétences et les moyens de formation pour permettre aux collaborateurs de ces entreprises effectivement d'être efficaces dans leurs activités.
Merci à chacun d'entre eux d'accepter d'avoir être revenu avec nous et pour ce débat. Et Madame Martineau, je vous laisse la suite. Merci Pierre pour cette magnifique introduction. Président, merci à tous et encore une fois, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021, une bonne santé bien évidemment, mais surtout de la réussite personnelle et professionnelle, ça c'est très important. Président, cher Gonzague, je ne sais pas si je commence par cher Gonzague ou je commence par président, je ne sais jamais quel ordre. Merci encore d'avoir accepté de revenir. La dernière fois que vous êtes venu au Leader Masterclass, vous étiez à l'époque le patron du groupe La Paire. La Paire qui fait partie du groupe Saint-Gobain. Depuis 18 mois, vous avez évolué, mais tout en restant au sein du groupe Saint-Gobain, et vous avez une double casquette. Vous êtes devenu le patron de Cas par Cas, mais aussi à la tête de Sephora allemand. Peut-être vous allez nous expliquer comment vous êtes passé de La Paire pour ensuite vous retrouver avec 2 casquettes supplémentaires avant d'aborder la question qui nous préoccupe, qui nous intéresse. C'est vraiment manager dans les conditions actuelles à distance. Merci. Je vous laisse démarrer peut-être. Merci beaucoup. D'abord, merci à Olivier de nous accueillir ici à Roland-Berger. Merci beaucoup Pierre et Louise Mirabel de nous inviter collectivement pour continuer à approfondir ce sujet effectivement du management et l'utilisation des outils digitaux finalement qui se concrétisent dans le télétravail. Donc merci beaucoup de nous donner la possibilité de nous réinviter et de redébattre de ce sujet absolument passionnant, parce qu'il est vrai que la crise du Covid a probablement accéléré des tendances dont on avait déjà parlé il y a 1 an et demi, mais ces évolutions deviennent maintenant des vraies transformations, et donc je pense que c'est intéressant de pouvoir en continuer à débattre sur le sujet. Alors comme vous me l'avez invité, je fais plaisir de présenter un peu différentes activités dans lesquelles je suis, et aussi vous dire un peu de quel point de vue je parle, dire clairement d'entrée de jeu les conflits d'intérêts dans lesquels je suis. D'abord, comme vous l'avez dit, donc je suis effectivement responsable de Sephora en Allemagne. Alors Sephora n'est pas une filiale du groupe Saint-Gobain, mais du groupe LVMH. LVMH, donc je ne sais pas si on peut mettre la première slide. D'accord, c'est fait en ligne, super. Donc voilà, c'est LVMH, donc, qui est un groupe à caractère familial. LVMH qui a pour vocation d'assurer le développement à long terme de chacune de ces maisons, dans le respect de leur identité, de leur héritage et de leur savoir-faire. C'est donc un groupe qui, en 2019, comptait 75 maisons, qui comptait 53,7 milliards d'euros de ventes et 163 000 collaborateurs. Alors, Sephora donc, est une filiale de ce groupe prestigieux. Sephora, c'est une filiale qui a toujours voulu être un pionnier très international, très mondial, de la beauté de prestige, toujours en cherchant à être à la pointe de l'innovation. C'est une entreprise qui a été fondée en 1969 par Dominique Mandonneau, qui a une présence dans 35 pays avec 2600 points de vente. La filiale allemande de cette entreprise Sephora est une entreprise récente, puisqu'elle a été créée en 2017. Elle compte 200 collaborateurs et seulement à ce jour 21 points de vente. Elle a son siège à Düsseldorf. Maintenant, je viens à Cas par Cas. Oui, ça c'est... Cas par Cas, qui est une entreprise, un autre univers, parce que là on est dans l'univers, on quitte l'univers de la beauté, et on va dans l'univers du bâtiment. Du bâtiment, donc Cas par Cas, qui était une filiale du groupe La Paire, qui est aujourd'hui une entreprise indépendante, qui est le spécialiste intégré, donc aussi bien vente et pose, de la rénovation de menuiseries sur mesure à domicile.
Donc quand on dit menuiserie sur mesure, c'est-à-dire bien sûr les fenêtres, mais aussi les volets, les portes, les portails, les clôtures, les portes de garage, les storbanes, etc. L'essence de cas par cas, c'est de pouvoir assurer à ses clients un service sur mesure, clé en main, de qualité, alliant vraiment du conseil à la pose de menuiserie. Alors, c'est une entreprise qui compte à peu près 1000 salariés sur le territoire français, qui réalise à peu près 30 000 chantiers par an, qui pose plus de 100 000 menuiseries par an et qui fait un chiffre d'affaires de 135 millions d'euros en 2019. Alors, il est réparti sur à peu près l'ensemble du territoire, avec 130 magasins, un centre de relations clients, et ça j'y reviendrai parce que qui est intégré, donc un call center intégré, avec une présence en France, à Libercourt, près de Lille, et enfin 20 centres techniques, eux-mêmes aussi répartis sur l'ensemble du territoire. Alors peut-être une troisième casquette qui est un peu à côté, mais c'est important peut-être de la poser aussi pour qu'on comprenne vraiment toutes vos différentes activités. Absolument. Et il est pour moi important de le dire dès le début. Je suis aussi administrateur du groupe ICAD, qui donc une foncière tertiaire, mais vous allez le voir, qui n'est pas que une foncière tertiaire, mais qui est évidemment réputée pour être une foncière tertiaire, et qui donc possède un grand nombre de bureaux. Voilà. Et donc je pense que quand on parle de télétravail, il est important pour moi de vous le dire, que je vais évidemment plaider cette cause. ICAD qui a fait, il y a quelques mois, un travail absolument admirable pour travailler sur sa raison d'être, qui est la suivante, que je vais vous lire. Concevoir, construire, gérer et investir dans des villes, des quartiers, des immeubles, qui soient des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite, des lieux où il fait bon vivre, habiter et travailler. Voilà, telle est notre ambition, tel est notre objectif, telle est notre raison d'être. Habiter et travailler dans des lieux adaptés, appropriés. On est vraiment au cœur de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le travail à distance. Exactement. Alors, comment avez-vous, avec vos 3 casquettes, réussi à mettre en place, à organiser, parce que les personnes qui nous écoutent se posent les questions, comment ils ont fait? Alors, concrètement, en dehors de la fiche technique que vous avez pu construire, comment vous avez réussi à élaborer, à inciter et à coordonner à travers vos 3 entreprises différentes, parce que là, on est vraiment sur 3 niveaux différents, 3 entreprises industrielles. Comment ça s'est fait entre ces 3 entreprises? Alors, quand on s'était vu il y a 1 an et demi, je vous avais parlé du télétravail qu'on mettait en place dans le groupe La Paire, où on avait déjà un télétravail possible d'1 jour par semaine, et avec toute mon équipe de direction, on envisageait de pouvoir élargir, et j'étais un promoteur de cela, vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, de pouvoir élargir les possibilités de télétravail données aux différents collaborateurs. Chez Sephora, aussi avant cette crise du Covid, c'est un sujet dont nous avons discuté avec mon comité de direction en Allemagne, et je dois dire que ça faisait l'objet de débats, de réticences, de doutes. Est-ce possible? Comment ça va se passer? Ou avec les gens que l'on a. Et en Allemagne, c'est pas vraiment possible, etc., etc. Donc, pas de niette absolue, mais beaucoup de prudence. Vous parlez des Allemands, pas des Français, j'imagine. La même réaction en Allemagne qu'en France, finalement. Donc, voilà, beaucoup de prudence dans l'approche. Et puis, est arrivé, il y a 10 mois, le Covid. Et donc là, 15 mars, c'est 16 mars exactement. Et donc là, voilà, télétravail obligatoire pour tout le monde. Et bien là où il y avait plus de doutes chez Sephora en Allemagne, ça s'est passé du jour au lendemain excessivement bien. Comment ça s'est passé du jour au lendemain? C'est-à-dire vous êtes arrivé, tout le monde. Vous prenez votre ordinateur. Heureusement, tout le monde avait des ordinateurs portables. On va y revenir sur les outils digitaux. Vous allez chez vous et vous devez faire votre travail chez vous. De toute manière, les Allemands, pour le coup, il y a vraiment
une vraie obéissance, un vrai civisme, qui fait que voilà, on ne tournait pas autour du pot, tout le monde du jour au lendemain est parti travailler chez lui. Et je vais y revenir pourquoi, j'essaie d'analyser un peu pourquoi ça s'est très bien passé, mais objectivement, aucune difficulté. Chez Cas par Cas, on a eu, voilà, au siège, les gens qui ont pu aller travailler à domicile, ils avaient leurs outils, je dirais que ça s'est raisonnablement bien passé. Je ne peux pas dire que les gens étaient absolument ravis de travailler chez eux, il n'y avait pas le choix, tout le monde faisait ça, donc c'est ce que tout le monde a fait. Le siège et les agences ou tout le monde? Alors, les agences, l'activité était arrêtée. Oui. Donc là, pour le coup, il n'y avait pas de possibilité de télétravail. Par contre, le call center avait la possibilité de télétravailler. Et là, pour le coup, je dois le dire, ça ne s'est pas très bien passé. Comment ça? Dans le call center, on a pu rendre les services aux clients. Je pense que la qualité du service n'a pas été altérée. Par contre, la productivité du travail du call center est partie en chute libre. Alors, on a envie d'en savoir un peu plus. Là. J'y viens. Maintenant, je me projette après le Covid. Donc, avant le Covid, des résistances, etc. Pendant le Covid, obligatoire, et ça se passe soit très bien, soit pas trop bien. Après le Covid, après la fin des premiers confinements. Après la fin des premiers confinements, chez Cas par Cas, nous avons décidé de laisser la liberté totale aux gens. Pour le siège, vous faites ce que vous voulez. Télétravail ou travail dans les nouveaux bureaux. En plus, on avait des nouveaux bureaux. La seule exigence était, vous venez au bureau au moins une fois par semaine pour relever votre courrier, faire un check, etc. Dire bonjour à votre manager, et c'est tout. Donc même pas une journée, vous devez juste passer au bureau une fois par semaine. Alors, les résultats, 90 à 95% de l'effectif est revenu travailler à temps plein au travail. À temps plein? À temps plein. Surprenant. J'y reviendrai aussi pour essayer d'analyser ça. Je vous donne juste des faits pour l'instant. Chez Sephora, en Allemagne, alors malheureusement en Allemagne, il y a encore le télétravail obligatoire jusqu'à au moins fin janvier. J'espère que ça va revenir après en février, mais bon, le télétravail risque de continuer. Mais en discutant un peu avec mon comité de direction, on s'est dit, bon voilà, on va là aussi avoir un nouveau siège. Essayons de nous projeter, est-ce que les gens vont vouloir continuer du télétravail ou vouloir revenir au bureau? Et nous estimons que 80% de l'effectif va vouloir revenir travailler au bureau, essentiellement, ou pouvant profiter du télétravail de temps en temps, en Allemagne. Pour compléter encore ce panorama, avant d'en arriver à l'analyse du pourquoi, je voudrais vous citer une petite étude qu'on a fait chez ICAD, très intéressante. Alors c'était au plein milieu de la crise du Covid, l'été dernier. Et on a demandé aux gens, est-ce que vous préférez travailler à temps plein en présentiel? Est-ce que vous préférez travailler essentiellement en présentiel et de manière occasionnelle en télétravail? Est-ce que vous voulez travailler en présentiel et en télétravail à parts égales? Ou est-ce que vous voulez travailler à temps plein en télétravail et occasionnellement sur le lieu de travail? Donc 4 catégories. Première catégorie, donc, 28% des gens qui veulent travailler à temps plein au bureau. 27% qui disent « je veux travailler essentiellement au bureau et occasionnellement en télétravail, quand j'ai un besoin spécifique ». 27% également qui disent « je veux travailler moitié-moitié ou 2 jours, 3 jours entre le bureau et le télétravail ». Et enfin 18% voulant travailler à temps plein en télétravail et juste occasionnellement passer au bureau. Vous voyez un peu cette répartition qui est là. Finalement, cet équilibre qui est recherché. Alors, ici maintenant d'analyser un peu plus ces faits que j'ai vécus dans mes différentes casquettes. Alors, d'abord, première question que vous m'avez tout de suite posée, pourquoi le télétravail ou comment est-ce qu'on a fait pour que le télétravail fonctionne? Pourquoi est-ce qu'il a bien fonctionné et en particulier dans mon siège en Allemagne? Alors, 3 choses, je pense. La première, c'est qu'on a pris beaucoup d'initiatives
comme c'était la première fois qu'on faisait ça, on a pris beaucoup d'initiatives, je dirais RH, pour impliquer les équipes. Alors, beaucoup de réunions virtuelles, beaucoup d'activités, évidemment professionnelles, mais même extra-professionnelles. Alors, ce n'était pas moi à mon niveau, mais des équipes ont dit, voilà, on va faire un peu de fitness le matin, ou le coffee le matin tous ensemble, ou voilà, des choses comme ça, pour avoir des activités sociales, je dirais, au-delà des activités professionnelles, pour animer les choses et rester en contact avec les équipes. Deuxième élément, et c'est après coup qu'on s'est dit ça, on ne l'a pas fait forcément consciemment dès le début, mais on s'est aperçu en relisant ce qu'on a fait, c'est que quasiment tout le monde a été impliqué dans des projets transversaux au moment où ils étaient en télétravail. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement l'activité routinière du travail d'expertise qu'on leur demandait, mais bon, il y avait tellement de choses à faire dans cette filiale que, puis en plus c'est une filiale toute récente, Sephora en Allemagne, qui a beaucoup de choses à faire, donc on a identifié un grand nombre de projets à mettre en œuvre, et finalement on s'est aperçu que tous les collaborateurs ont été impliqués dans la mise en œuvre de tels projets. Troisième élément, c'est, je pense que tous les managers ont été incités à s'inquiéter du bien-être de leurs équipes. Check-up régulier. Avant le professionnel, tes KPI, etc., comment ça va? Est-ce que ta famille va bien? Est-ce que tu arrives à travailler? Est-ce que tu arrives à t'isoler? Est-ce que tu écoutes téléphone? Est-ce que tes horaires? Est-ce que... etc., etc. Et de manière régulière et répétitive, parce que ça a duré quand même très longtemps, ce télétravail. Voilà un peu les trois éléments qui font que ça a marché. Je pense que ce qui a été important d'un point de vue managérial, c'est que les managers ont été en permanence dans le souci non pas de contrôler que les gens faisaient leurs horaires, etc., mais plutôt de s'assurer que les objectifs étaient compris, qu'il n'y avait pas de difficulté pour atteindre les objectifs et qu'à la fin, les objectifs étaient atteints dans chacun des projets ou des routines qui étaient assignées. Et donc, finalement, c'était un management par les objectifs et un management par la confiance. Je dirais, parce qu'on ne peut plus, finalement, être derrière l'écran de chacun pour être sûr que la personne va travailler, etc. Donc, il y a vraiment, d'un point de vue managérial, une obligation de manager avec de la confiance. Ça, c'est important, cette notion de confiance. C'est-à-dire, lorsqu'on est en travail à distance, c'est-à-dire ça change complètement, d'après ce que vous dites, les pratiques de management, c'est-à-dire le télétravail impacte, ou l'inverse, les pratiques de management. Donc, du coup, il faut insérer, ou du moins faire appel à d'autres valeurs, comme la confiance. Mais est-ce que vous avez peut-être observé d'autres choses par rapport à ces pratiques managériales que vous pouvez... Je parle de votre expérience. Alors, pour moi, c'est le management par objectif et l'empathie et la confiance. Pour moi, c'est soit les trois éléments clés qui font que le télétravail peut être mis de façon successful en place dans un siège. Mais après, je voudrais revenir sur quelque chose qui m'a interpellé. Pourquoi, alors que finalement le télétravail a été un succès, pourquoi, quand on réouvre les bureaux, les gens reviennent au bureau? Alors, si on essaie de creuser un peu plus loin, je me suis dit, mais finalement, le travail, il a une vocation au-delà de la réalisation des tâches. En fait, c'est un peu évident. Il y a le bureau va jouer un rôle, finalement. C'est le lieu où c'est un travail, évidemment, c'est un lieu où on travaille physiquement tous ensemble. C'est un travail où on communique. C'est un lieu où on fédère les gens. Et finalement, le bureau, il y a notamment un siège. C'est le point d'ancrage d'une histoire collective. Je pense aussi que le bureau, c'est un lieu où il y a quand même une efficacité. Il est conçu pour ça, pour être efficace. C'est un lieu où on peut se concentrer. C'est un lieu où on peut s'isoler pour passer les communications extérieures, etc. Honnêtement, quand on est dans la cuisine, dans le salon, avec les enfants qui courent autour, etc., c'est sympa au début. Au bout de quelques semaines, c'est pas évident pour se concentrer, etc., etc. Après, je pense qu'il y a aussi un aspect psychologique. Je pense que quand tout le monde est en télétravail, bon voilà, tout le monde est comme ça, c'est la règle, c'est la donne. Après, quand une partie de l'effectif est au bureau et quand une partie de l'effectif est en télétravail,
je pense que, alors il y a un certain confort au télétravail, éviter les temps de transport, éviter, etc. Il y a un confort de travailler chez soi, pour certains. Parfois, au contraire, c'est un inconfort. Mais pour certains, ça peut être un confort. Par contre, je pense que psychologiquement, si certains sont au bureau et que je suis en télétravail, je pense qu'il y a une peur de l'isolement. Et une peur de l'isolement. Parce que finalement, le travail, il agit, comme dans sa vie personnelle, comme un lieu de sociabilisation. Et fondamentalement, il répond à des besoins, des besoins, enfin, sans faire de la psychologie de très haut niveau, mais voilà, besoin d'appartenance, besoin d'estime, besoin d'accomplissement de soi. Donc, je pense que le bureau, finalement, joue l'ensemble de ces rôles, et je pense que c'est pourquoi la plupart des gens, quand il y a possibilité de retourner au bureau, ben finalement, veulent retourner au bureau. Alors, j'ai essayé de m'intéresser quand même à ces 15-20% des gens qui disent « Non, moi je suis très heureux à rester tout le temps en télétravail ». Qui sont-ils ? Alors je suis allé sur des sites internet qui proposent des jobs full télétravail, full remote, voire full remote, pas forcément en télétravail en France, mais même full remote à l'étranger. Et finalement, il y a beaucoup de ces jobs tournent autour des développements informatiques, des développeurs informatiques, des influenceurs, etc., etc. Donc je pense qu'il y a une catégorie de personnes qui sont là. François nous en parlera tout à l'heure, parce que cette hypothèse comme quoi les développeurs, tous les services informatiques aspirent à télétravailler, François Villalon a quelques exemples, on nous dira exactement tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait exact. Mais pour revenir à cette question sur le 100%, parce qu'on a entendu dire que le gouvernement, on allait tous passer au 100% télétravail. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que de votre côté, de votre expérience, ça vous paraît difficile, alors je n'oserais pas utiliser un autre mot, de passer vraiment de 2 à 3 jours en télétravail à 100%, c'est-à-dire 5 jours par semaine en télétravail. Est-ce que vous avez eu, alors là je parle du point de vue réglementaire, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information côté français, mais aussi côté allemand, parce que là on a un point de vue qui est le côté français, il faut peut-être passer de l'autre côté pour voir si c'est peut-être possible. Oui, alors ce qui m'a intéressé dans cette comparaison entre la France et l'Allemagne, c'est que, en parlant avec mes comités de direction, je me suis aperçu qu'en France, on regardait ce que disait la loi, et on se disait, ça c'est notre cadre, et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre-là ? Pour l'Allemagne, le terrain de jeu n'est pas seulement la loi. Le terrain de jeu est plus large. C'est-à-dire qu'il y a la loi, il y a les recommandations qui sont faites par le gouvernement, il y a les recommandations qui sont faites par les grandes fédérations, il y a tout ça. Et tout ça doit être respecté. Tout ça, c'est le terrain de jeu. Voilà. Je pense qu'il y a une espèce de civisme accru en Allemagne que j'ai vécu dans mon équipe, que j'ai moins retrouvé clairement en France, où bien sûr on veut appliquer la loi, mais la loi rien que la loi. Voilà, c'était vraiment ça la différence entre la France et l'Allemagne que j'ai perçue. Et en complément, quelle a été la position des organisations syndicales ? Je pense que la position des organisations syndicales en France, elle a été d'abord, dans un premier temps, de se dire il faut pouvoir laisser la liberté aux collaborateurs. Nous, nos syndicats avec qui on travaille vraiment en confiance, on veut chercher à vraiment pousser à dire ça va dépendre des situations individuelles. Donc, ne faisons pas de cas général pour l'entreprise et laissons au maximum la liberté. Ça tombe bien parce que c'était aussi notre point de vue. Donc finalement, on s'est très vite rejoints. Ensuite, c'est poser quelques questions sur comment ça se passe, le télétravail. Alors d'un point de vue assurantiel, d'un point de vue EHS, d'un point de vue, etc., qui sont des questions objectivement dans lesquelles aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ait encore toutes les réponses. Il faut être honnête. Donc pour l'instant, on a une réponse pragmatique, encore une fois de confiance, parce que je pense que là aussi, elle est de confiance. On ne va pas faire venir des personnes du CHSCT. J'ai visité chaque personne chez lui pour être sûr que les conditions de travail sont bien réunies chez lui, etc. Ça n'a pas de sens, c'est absurde. Donc, mais en même temps, on voit bien que d'un point de vue assurantiel, il y a quand même des questions. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore les réponses à toutes les questions. Donc on avance d'un point de vue pragmatique, dans le respect des personnes, et je pense que c'est là où on s'est rejoint très facilement.
Alors, pendant qu'on échange, il y a quelques questions qui circulent en ligne, qu'on nous envoie de temps en temps. Et l'une des questions qui avait été mise de côté, on parlait de prise en charge en matière de télétravail. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, au sein de vos différentes filiales, vos entreprises? Est-ce que vous prenez en charge vos collaborateurs lorsqu'ils sont en télétravail? Je parle de prise en charge pour couvrir les frais de fonctionnement, Internet. Est-ce que concrètement, est-ce que vous avez apporté une solution financière? Alors, la solution elle a moins été financière que dans les outils, hein, c'est-à-dire que dans le matériel et les outils ont été donnés aux collaborateurs pour qu'ils puissent télétravailler. Après, il n'y a pas eu de soutien financier spécifique dans notre cas. Mais par contre, bien s'assurer que tout le monde ait le matériel et les outils et les connexions et la sécurité, etc., nécessaires au télétravail. Si vous me permettez, je voudrais juste rajouter encore un point d'analyse. Au-delà du télétravail à la maison, de passer une étape après, de dire, mais puisqu'il y a du télétravail à la maison, qui devient partiellement une norme, qu'est-ce que ça va changer pour le bureau? Parce que, ok, tout le monde veut revenir au bureau, mais ça veut dire que le bureau va modifier un petit peu son sens. On ne va pas rechercher au bureau exactement la même chose à partir du moment où il y a une possibilité de télétravail que quand il n'y avait pas de possibilité de télétravail. Et donc voilà, juste 3 éléments de transformation. Le premier, on a dit, le bureau, c'est le lieu où on va travailler ensemble. Ça veut dire que dans les bureaux, très souvent, les salles de réunion, il y avait les open space sur les fenêtres, puis les salles de réunion un peu en salle obscure au milieu. Puisque le cœur du bureau, c'est de travailler ensemble, il va peut-être falloir commencer à mettre les bureaux en premier jour. Plus de salles de réunion, plus de formats, plus de choses comme ça. Donc voilà, peut-être ça. Deuxièmement, dans des réunions, c'est des réunions où il y a des gens physiques au bureau et des gens en télétravail. Ça veut dire des bureaux plus connectés, plus technologiques. Et puis troisième élément, dans les bureaux, il y a beaucoup d'endroits de services qui, dans la dernière décennie, on a beaucoup insisté sur les services loisirs. Voilà. Là maintenant, tous les services vont peut-être plutôt être pour une expérience de travail réussie. Hein, on va, voilà, peut-être un peu moins de baby-foot et un peu plus de visioconf, quoi, pour le schématiser un petit peu comme ça. Voilà. Mais il y a François qui s'impatiente. Au contraire. Mais peut-être mettre certaines questions de côté, passer à François Goulet, bien sûr, qui est en live, qui nous suit tout à l'heure. Il nous écoute, donc Laura s'occupe de nous le mettre en direct. François, est-ce que vous nous entendez? Bonjour François. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'avoir accepté d'échanger en direct ce matin avec nous. Vous avez vos collègues avec lesquels vous avez partagé la session précédemment. Donc vous avez Gonzague de Piré qui est avec nous. Vous avez Alain Romignac. Donc je sais que vous ne pourriez pas, pour des problèmes de politique interne à Google, intervenir en direct, mais on vous suit et vous nous suivez donc en direct depuis votre domicile. Merci de m'accueillir même à distance et malgré les différents problèmes qu'on peut avoir pour se connecter. À mon tour de vous souhaiter également tous mes meilleurs vœux de bonne année pour 2021, en vous souhaitant à toutes et à tous beaucoup de courage, de résilience et de petits moments de bonheur au quotidien en attendant des semaines un peu plus sereines. Et merci naturellement à Louise Mirabel et à Pierre de cette invitation. Et j'espère que vous continuez à m'entendre parce que je n'ai pas de retour son. Donc je vais consulter l'écran pour voir si vous me voyez bien. Je me lance. Louise, si vous avez quoi que ce soit à me partager, vous pouvez m'envoyer un SMS et on va essayer de s'adapter en temps réel. Alors, Google, en 2-3 minutes, puisque c'était l'objet de faire une rapide présentation. Je pense que vous connaissez bien les différents services qui sont proposés par Google. Simplement quelques chiffres aujourd'hui. Google, c'est 125 000 employés dans le monde, grosso modo. C'est 4 activités principales, une activité de partenariat, des activités commerciales, qui est le gros et le cœur naturellement des employés, une activité engineering sur des parties software, mais également sur des parties hardware désormais, et une partie marketing. Et je travaille au sein des organisations commerciales, au sein de Google France, et en charge du pôle médias et entertainment. À Paris,
nous avons un petit peu plus de 1000 personnes. Et j'avais cité quelques particularités la dernière fois que nous nous étions vus. Je les relais ici. À Paris, nous avons un centre d'art et culture qui n'est que l'émanation physique aussi d'un site web que vous connaissez, j'espère certains d'entre vous, Google Art and Culture, qui relaie un certain nombre d'œuvres culturelles en ligne. Nous avons également en France des ateliers numériques en région, et j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'ils ont été une clé aussi de la transition numérique qui s'est fortement accélérée. Il y a également un espace de création qui s'appelle le YouTube Space et qui était en résidence en collaboration avec le CNC et Arte pour essayer de mêler différentes origines de création, depuis les youtubeurs jusqu'à des diffuseurs, des créateurs et des producteurs un peu plus historiques et installés dans le paysage local. Et enfin, il y a un centre AI également qui est ouvert à Paris depuis désormais 2 ans, avec beaucoup de recherches fondamentales dans un premier temps et de collaboration et de partenariat avec différents instituts locaux. Ça, c'est Google en quelques chiffres. Alors, pour aller un petit peu plus rapidement, peut-être, je pense que 2020, la mission statement de Google n'a jamais été aussi mise à l'épreuve et naturellement confrontée à la crise sanitaire. Alors, pour rappel, vous le lisez ici, le mission statement, le purpose, et là aussi on reviendra tout à l'heure de Google, c'est comment organiser l'information et la rendre universellement accessible et utile. Alors quand on dit ça, on pourrait avoir de longues discussions renforcées par l'événement récent sur la place de cette information en ligne. Mais ce qui est certain, c'est que ça a accéléré 3 choses dans nos obligations en 2020. La première a été de mettre en ligne des sources d'informations faisant autorité sur Google et sur YouTube, donc renforcer ce sujet d'information. Le second élément qui a été critique, ça a été comment davantage supporter les utilisateurs, premier rang desquels chacun d'entre nous, les enseignants, les TPE, les PME, les grands comptes, avec un certain nombre de ressources qui ont été mises à disposition. J'en cite quelques-unes ici, mais je ne veux pas passer trop de temps ici, mais on peut citer Google Classroom, alors pas tellement en France, mais plutôt à l'étranger, qui a pu être utilisé pour un certain nombre d'enseignants pour faire les cours en ligne. Google Meet, qui n'est qu'une solution parmi d'autres de visioconférence, mais sur lequel il y a eu un certain nombre naturellement d'efforts qui ont été consentis pour mettre par exemple la barre à 250 intervenants en visioconférence, pour faire des live streaming également Google Meet jusqu'à 100 000 personnes qui peuvent se connecter à des live streaming. Un certain nombre de choses ont également été rendues gratuites dans certaines zones où le Wi-Fi manquait. Et on a bien compris que c'était absolument critique d'être connecté en temps de confinement. Peut-être le dernier élément sur les ressources et les outils ici concerne un outil qui s'appelle Google My Business, qui sont, vous l'avez peut-être en tête, mais quand vous êtes sur Google Maps, qui sont les petites vitrines en ligne pour chacun des commerçants, artisans qui ont une boutique physique. Et c'est cette capacité à partager les informations aux utilisateurs sur les horaires d'ouverture, sur les différentes capacités qui sont aujourd'hui disponibles, de la livraison ou d'autres métiers qui ont pu être créés durant cette période de confinement. Et le dernier élément, c'est sur la contribution, avec différentes initiatives. En France, ça s'est matérialisé avec un partenariat avec la Fédération française des associations et des commerçants, la FFAC. Partenariat basé sur 3 piliers, autour de la formation, autour du coaching individualisé, et là aussi d'un certain nombre de ressources qui étaient disponibles en ligne, sur lesquelles, effectivement, on a pu avoir un certain nombre de discussions, de nombreuses discussions avec des petits et moyennes entreprises. Voilà, informer, supporter et contribuer, qui ont été un peu les 3 mantras de Google pendant cette crise sanitaire. Alors, ce qui à l'époque nous paraissait extrêmement lointain, nous sommes début 2021 et ça nous paraît tout de suite un peu moins lointain. Donc, personnellement, je pense que c'était au début assez difficile à digérer. Néanmoins, avec le recul, d'avoir cet horizon très loin et comprendre qu'on n'était pas dans un sprint, mais dans un marathon et qu'il fallait prendre soin de soi pour tenir sur ce marathon a été, je pense, critique. Un dernier élément ici, pardonnez-moi, sur la capacité effectivement ensuite des organisations en local, des bureaux en local, pour décider de l'application de ces mesures. Naturellement, ces mesures étaient revisitées chaque semaine, mais étaient surtout confrontées aux décisions des autorités et des gouvernements
en local. Donc, c'était bien la juxtaposition à la fois du cadre global et des décisions en local. François, on se demandait donc la mise en place concrète du télétravail, c'est-à-dire il y avait des ajustements à faire au niveau de la France. Comment vous avez réussi à faire ces ajustements avec vos équipes en interne et avec vos collaborateurs pour que tout le monde puisse se mettre au télétravail sans qu'il y ait trop comment dire, à temps, quoi, sans trop de difficultés? Alors, en fait, les décisions ont été prises extrêmement vite. Du coup, on n'était pas tellement dans le wait and see et que très vite, en fait, on était dans l'anticipation. De sorte que dès le 12 mars, les équipes étaient déjà prêtes pour travailler de chez elles. On avait eu des exemples en Italie. Donc, en fait, si vous vous souvenez bien, fin février, on a très vite compris ce qui se passait à Milan. Du coup, il y a eu un plan de mise en place et d'organiser avec les différents country managers de sorte qu'on puisse très, très vite s'adapter à ce mode de télétravail. Vous le savez, le télétravail était déjà une pratique qui était mise en place chez Google. Néanmoins, peu, du moins en France, la pratiquaient très concrètement. Davantage et nettement plus à l'étranger, en particulier en Californie, où on savait que les temps de trajet étaient extrêmement importants en Silicon Valley. Ça, c'est un premier élément. Donc, on était dans l'anticipation et on regardait beaucoup ce qui se passait dans les bureaux à côté. Ensuite, ça a été déjà dit, ça a été souligné, la capacité à travailler depuis chez soi a été induite par le fait que les différents collaborateurs étaient équipés d'outils, d'ordinateurs, reliés aux différents systèmes informatiques en interne. Et du coup, le switch s'est fait extrêmement rapidement. Et ça a été posé par Gonzague. Naturellement, c'était le premier défi pour l'ensemble des entreprises, un peu moins chez Google, mais pour l'ensemble des entreprises, d'avoir les bons outils pour travailler à distance. Alors, vous avez évoqué la question de management inclusif, parce que c'est vrai que tout à l'heure, Gonzague parlait de l'isolement des télétravailleurs qui ne sont pas dans un espace physique. Vous, du côté Google, parce que là, il y a quelque chose qui me semble important peut-être à faire remonter. Comment vos équipes, est-ce que tout le monde a adhéré tout de suite? Est-ce qu'il y a eu certains de vos collaborateurs ont rencontré des difficultés quant à la mise en route et fonctionnement du télétravail? Est-ce que vous avez des retours à ce sujet-là? L'élément critique, effectivement, je pense qu'il y a eu une rupture technologique très forte naturellement lors du premier confinement. Il y a eu une rupture technologique très forte. Il y a eu une transition numérique qui s'est fortement accélérée. On a l'habitude de dire en fait qu'il y a eu 5 ans de transformation numérique qui se sont déroulés en une semaine. Je pense que je vais répondre à votre question. Donc, la face la plus visible de cette transformation numérique, c'était le télétravail. Ok, Gonzague l'a rappelé, il y a un certain nombre de biais qui ont été balayés. Très très vite, on s'est rendu compte que ça pouvait fonctionner, que les outils supportaient le mode de fonctionnement du télétravail. Mais néanmoins, il y a un certain nombre d'inégalités qui sont apparues ou d'autres qui se sont renforcées. Celles qui sont apparues, c'est évidemment la difficulté pour des personnes vivant en couple, pour des familles avec enfants, mais aussi pour des personnes seules, sans aucune interaction sociale en confinement, à naviguer dans cette complexité. Et le rôle du manager a été bien naturellement de prendre en compte ces différents éléments. Lors du premier confinement, pour vous donner quelques exemples, on a beaucoup insisté dans les messages sur les familles avec enfants. Pourquoi? Parce que les écoles étaient fermées et du coup la charge de l'accompagnement des enfants à domicile était très forte, était très pesante. Les personnes seules, sans enfants, célibataires ou autres, ont ressenti ça et nous ont peut-être reproché même de ne pas être suffisamment inclusives dans les messages qu'on pouvait relayer, du moins d'un point de vue corporate company. À l'inverse, lors du deuxième confinement, les enfants, on pouvait aller à l'école et du coup, un certain nombre de collaborateurs, parents d'enfants,
partagé que finalement ce deuxième confinement se passait plutôt bien et que finalement les enfants pouvant aller à l'école, peu ou prou, ont trouvé une routine. Là où c'était beaucoup plus difficile pour des personnes qui vivaient seules, parce qu'il n'y avait aucune interaction sociale. Et d'ailleurs, on le voit à travers un certain nombre de chiffres. On regarde la détresse psychologique des collaborateurs, c'est renforcé, c'est détérioré entre le premier et le deuxième confinement, puisqu'il y a à peu près un collaborateur sur 2 qui affirment en octobre 2020 qu'ils sont dans un état de détresse psychologique. Et c'est même renforcé pour les managers, puisqu'il y a 6 managers sur 10 qui décrètent, en tout cas qui affirment être dans un état de détresse psychologique en octobre 2020. C'était une enquête, il me semble, de OpinionWay. Donc c'est un chiffre qui est marquant et donc auquel il faut prêter une attention toute particulière. Ensuite, dans ce qu'on a pu mettre en place d'un point de vue de pratique de management inclusif, ce sont des éléments sur lesquels on travaillait depuis déjà un an et demi et qui sont là aussi transformés, accélérés en 2020. Il y a un certain nombre de pratiques et de bonnes pratiques que je pourrais partager, mais c'est l'élément directionnel très fort pour l'ensemble des managers, l'ensemble de l'organisation. C'est le premier objectif qui est assigné aux collaborateurs, aux managers, aux people managers et aux différents cadres dirigeants de Google. Il est bien sur cet élément de diversité, d'équité et d'inclusion. J'aimerais aussi peut-être ajouter un élément sur une inégalité qui est peut-être passée, je ne vais pas dire inaperçue, mais qui est peut-être un petit peu moins vraie, sur la place des femmes également dans les organisations, où plus d'une femme sur 2, et là ce sont des chiffres aussi qui sont sortis courant de 2020, mais plus d'une femme sur 2 craint de perdre son travail, et en tout cas sont 2 fois plus à risque de perdre leur emploi que les hommes. Alors, il y a un certain nombre de sous-jacents derrière et d'explications sur lesquelles on pourrait revenir, mais c'est un élément qui est critique, à tel point qu'on estime qu'on pourrait perdre entre 2020 et 2021 presque de 6 à 7, 8 ans de progrès social et d'avancées qui ont pu être constatées ces dernières années sur le sujet de la place des femmes au travail. Donc, je pense que c'est un élément de vigilance qui est particulièrement important à avoir en tête. Ce n'est pas le seul, mais il est en tout cas important de le partager. Merci François. On va revenir en salle et on vous donnera la parole tout à l'heure pour des questions. Et c'est très important que vous puissiez revenir sur encore un ou deux éléments par rapport à que vous avez commencé à évoquer. Laura, donc président, je me tourne à nouveau vers vous. Cher Alain, peut-être aussi. Cher Alain, vous m'autorisez, puisque j'ai appelé, il m'a gentiment autorisé Gonzague, donc je me permets, si vous m'autorisez. Merci à vous deux, merci encore d'avoir accepté de revenir. Je sais combien vos agendas sont chargés, et le vôtre, comme celui de Gonzague, mais avoir accepté, c'est vrai qu'on a dû négocier un an avant pour bloquer les agendas, ça a été difficile, mais je suis vraiment heureuse de vous accueillir une seconde fois pour poursuivre l'échange à engager. Alors, lorsque vous êtes venu, vous avez insisté sur 2 ou 3 points. La nécessité de former les équipes, de former aux outils digitaux, parce qu'à l'époque, on était sur les outils digitaux et la transformation numérique. Il y a 18 mois que certaines entreprises étaient en retard et que vous devriez, lorsque vous étiez appelé en renfort, je pense à Toyota, je pense à d'autres dans le Nord que vous avez gentiment voulu partager des exemples très concrets de ce que vous avez dû faire pour justement toucher les cibles pour des besoins. Et on se souvient tous de ce que vous avez mis en place pour essayer de capter le public concerné par rapport à des besoins que vous aviez à l'époque Toyota. Alors je pense à ça et j'ai envie, avant de vous laisser peut-être revenir sur le cours de la discussion d'aujourd'hui sur le travail à distance, parce que je sais que vous avez plusieurs choses à dire. Vous avez déjà publié une tribune il y a une semaine sur la question, mais peut-être juste pour vos amis qui sont en ligne, qui auraient oublié qui vous étiez, est-ce que vous avez fait 2 ou 3 mots sur Manpower, et juste pour repositionner le débat. Tout d'abord, merci de me donner aussi cette tribune pour partager quelques idées et au travers de ce qu'est notre expérience. Donc aujourd'hui, nous, 3 grandes activités au travers de 3 marques que d'ailleurs on a mis en place
pendant cette année 2020. Donc, on a continué à déployer notre feuille de route, quelles qu'en soient les difficultés. Donc, une marque focalisée sur le travail temporaire et le recrutement, la marque Manpower, qu'on est en train d'emmener de plus en plus, d'ailleurs, qui était historiquement plutôt sur des cols bleus, qu'on est en train d'emmener de plus en plus, d'ailleurs, aussi sur des cols blancs. Une marque dédiée aux services numériques, qui s'appelle Experis, où on a à peu près 3500-3600 collaborateurs, et on parlera d'ailleurs de cette expérience sur laquelle on a vécu une très forte croissance cette année. Et puis une troisième marque qui s'appelle Talent Solutions, et qui accompagne les transformations des entreprises, et qui en particulier aujourd'hui travaille beaucoup, soit sur un certain nombre de projets de recrutement en volume, entre autres accompagner un certain nombre d'entreprises sur le recrutement d'alternants, parce que les entreprises se sont beaucoup mobilisées sur le recrutement d'alternants. Et puis, malheureusement, accompagner l'ensemble des plans de mobilité, souvent externes, à l'intérieur des entreprises. Donc voilà, donc c'est ces trois grandes marques. Alors, en 2019, on ne va pas encore publier nos chiffres 2020, mais on sera en décroissance assez significative. Et on fait en France à peu près 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble de ce périmètre. Alors, si je lance le débat, d'abord, c'est bien de parler des gens qui télétravaillent. Il faut quand même aussi avoir un petit mot pour ceux qui ne télétravaillent pas. Et en particulier, je pense que ça a mieux été pour ceux qui ne télétravaillent pas pour le deuxième confinement. Nous, en ce qui nous concerne, entre le 16 et le 18 mars, on a envoyé 50 000 personnes chez elles. Donc, ce n'est pas des gens qui pouvaient télétravailler. C'était beaucoup d'employés, d'ouvriers, les usines fermant, les commerces fermant, on les a envoyés chez eux. 50 000 personnes qui ont perdu leur job. Donc la population qui télétravaille, on considère que c'est 35 à 40% de la population active. Et donc, voilà, il y a eu, et cette pandémie a des impacts, mais bien sûr notre sujet c'est le télétravail, mais moi j'ai toujours une vision où j'essaie de concilier les différents sujets, et je crois qu'il ne faut pas négliger le fait qu'on a senti, au moment du premier confinement, qu'une fracture qui existe déjà au niveau de nos sociétés, fracture qui s'agrandit entre, on va dire, qu'on pourrait qualifier les cadres, les non-cadres, ce que certains disent, ceux qui ont les compétences qui permettent de naviguer dans un environnement numérique, ceux qui ne les ont pas, s'est agrandi. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ceux qui avaient la capacité et qui maîtrisaient cet environnement digital pouvaient télétravailler. Et les autres, c'est soit ils étaient au feu alors qu'ils avaient le sentiment qu'ils mettaient leur vie en danger, soit ils étaient au chômage partiel, et en général, ceux-là, on ne compensait pas à 100% leur salaire. Donc ils avaient une perte de pouvoir d'achat. Donc je crois que ça a été bien que dans le deuxième confinement, on a moins senti ce genre de choses. Il faut qu'on fasse attention parce que c'est déjà une fracture qui existe dans nos sociétés depuis une dizaine d'années, qui ne fait que s'agrandir, entre d'ailleurs des gens qui ont une capacité d'améliorer leur pouvoir d'achat et d'autres qui ont le sentiment de subir l'ensemble des événements. Et c'est quelque part, cette crise sanitaire est venue en rajouter une couche. Elle n'avait rien à voir par rapport à ces tendances, mais on a souvent tendance à dire que ça accélère, et ça a été évoqué, l'ensemble des tendances, ça accélère aussi sans doute la bifurcation de la société sur des éléments sociaux. Donc pour vous, ces disparités, vous les avez observées de l'intérieur, entre d'un côté les télétravailleurs et les non-télétravailleurs. Pour vous, c'est important ? Alors c'est important, et surtout, à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, un truc dont on ne parle plus. On avait dit, et franchement, il fallait faire quelque chose pour ceux qui étaient dits en deuxième ligne. Et moi, j'ai eu plusieurs interviews journalistiques, j'ai dit, ça n'arrivera pas. Non pas parce que je considère que ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais que les pressions économiques sont telles que de toute façon, alors soit le gouvernement, pour une raison ou pour une autre, décide de subventionner, entre guillemets, ces emplois en augmentant, par exemple, la prime d'activité ou des choses telles que celle-là, mais les mécanismes économiques sont tels, et encore une fois, il y a une telle évolution sur ces 10 dernières années que de toute façon, ça ne peut pas être par des mécanismes économiques ou juste par la bonne volonté des gens que ça se fera. Bon. Et d'ailleurs, vous pouvez noter que c'est un sujet qui a disparu extrêmement vite du débat public. Voilà. Donc ça, voilà. Donc, et je crois, et c'est encore un sujet. Alors,
Il n'y a pas, les gens ne sont pas dans la rue, mais tous ces sujets-là, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Et moi, je suis intimement persuadé qu'il en restera des traces. Que des gens ont eu le sentiment qu'on les a envoyés au feu, et qu'ils n'étaient pas suffisamment protégés alors que d'autres étaient planqués. Et deuxième sujet, c'est qu'on leur a promis des choses qu'on ne leur donnera pas. Bon, voilà. Ils ne sont pas dans les rues, donc tout le monde peut considérer que ce n'est pas grave. Moi, je pense que ça continue à fracturer nos sociétés. Moi, ça a été une de mes préoccupations. Nos activités étaient vues comme essentielles. Donc, et la question, au premier confinement, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait. Bon, premier confinement, on a dit, on ferme tout. Et donc, y compris, on avait la capacité à garder nos 700 agences ouvertes, on a décidé de les fermer. Et donc, on a dit, on doit pouvoir être capable de travailler en télétravail, sans doute dans une situation de crise. Alors, on a perdu 65% de notre activité, alors c'est plus facile de gérer, sauf que les 50 000 personnes à qui on avait arrêté leur mission, il a quand même fallu être capable de les payer jusqu'à la fin de leur mission, les mettre en activité partielle, quand même récupérer l'argent chez les clients, arrêter les choses. Bon, donc il a fallu quand même, dans cette phase-là, gérer le sujet. Bon, mais on avait 35% d'activité, elle s'est remontée progressivement, puis après ça s'est accéléré à la sortie du confinement, mais on avait sans doute cette capacité. Mais on a pris la décision, et parce que c'était un des sujets qui m'était, moi, sensible, je ne voulais pas avoir le sentiment que l'entreprise allait à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y avait une telle angoisse à ce moment-là que les équipes, en disant, écoutez, les équipes d'agence, vous retournez au boulot, même éventuellement la moitié de votre temps, et aussi, surtout, vous restez bien planqués, parce que c'est comme ça que je pense qu'un certain nombre de gens le ressentaient. Voilà, donc on a dit, bon, ça sera peut-être un tout petit peu moins efficace, mais on est en situation de crise, on fait. Voilà. Donc je crois que c'est important, me semble-t-il, dans les entreprises, et je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprises pour lesquels c'est aussi quelque chose qui est assez sensible, c'est comment est-ce qu'on réussit à faire en sorte de ne pas avoir une entreprise à deux niveaux. Et je pense que d'ailleurs, la question, ça m'aide la question, c'est la question va se poser sur justement ces sujets de télétravail. C'est de dire, mais qu'est-ce qui ferait, parce que je pense que beaucoup de gens peuvent considérer que c'est une avancée, entre guillemets, sociale, qu'est-ce qui ferait que des gens qui sont en télétravail ont droit à ces avancées sociales et ceux qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont au contact de clients, parce qu'ils sont postés dans des usines, ils n'y ont pas droit. Donc là encore, je crois que ça va faire partie des sujets auxquels il va falloir être extrêmement prudent et auxquels, en tout cas, il faut se poser la question, et chaque entreprise aura bien évidemment sa réponse par rapport à cette situation, mais pour faire en sorte que l'équilibre social qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise ne soit pas cassé à ce travers-là. Bon, et donc on a essayé, nous, de faire attention dans ce deuxième confinement, où là, nos agences sont restées ouvertes, parce qu'on a des niveaux d'activité qui n'ont plus rien à voir, et parce que de toute façon, les gens avaient envie aussi de pouvoir être sur le terrain, et puis parce qu'il faut qu'on reçoive des candidats, il faut qu'on leur fournisse des équipements, un certain nombre de choses que celles-là. Voilà. Et faire en sorte que, en particulier, y compris les équipes en centrale, pouvaient revenir un peu pour partie. Et donc, voilà, je crois que c'est un premier sujet, moi, sur lequel je me permets d'insister. C'est, voilà, le télétravail, très bien, mais il faut regarder ça dans ce qui est la problématique globale d'entreprise. Vous avez des entreprises, tout le monde peut être en télétravail, ce n'est pas un sujet. Si vous avez des entreprises où vous avez des populations qui sont mixtes, moi, je ne peux qu'engager les dirigeants, leur DRH, à se poser la question, c'est comment je gère pour ne pas avoir de fracture à l'intérieur de mon entreprise. C'est très important de nous sensibiliser sur cette question parce que là, on est tous très emballés par cette notion de télétravail. Non, mais on est tous emballés, je vais vous dire. Moi, depuis 5 ou 6 ans, tout le monde me dit « Ah, alors là, la révolution technologique, mais c'est fabuleux, c'est une super opportunité. » Et je réponds toujours « Ça dépend pour qui. » Donc il faut faire attention, parce que, surtout pour nous, d'être les pieds dans la glaise et comprendre le monde dans sa globalité. Enfin, je crois que c'est le sujet, enfin je crois que c'est le sujet, moi je suis très sensible à ce sujet par rapport aux populations que j'ai. Je suis maintenant depuis 1 mois et demi aussi le président d'une très importante fondation qui s'appelle la Fondation Agissons contre l'exclusion, donc moi je suis très sensible à cette vision de façon globale. Et qu'il faut faire attention à cette fracture des élites contre le peuple. Et donc voilà, je dis, ouais, on fait du digital, très bien. Bah oui, ok, mais vous détruisez des jobs de la middle class. Vous appauvrissez la middle class. Ce qui est voilà, c'est factuel. On peut pas, après, c'est l'évolution des choses. Je n'ai pas de débat par rapport à ça. On ne va pas arrêter ce changement. Simplement, voilà, il faut dire,
faut avoir la sensibilité, me semble-t-il, de regarder la problématique. Alors, ce sont chacun de nos sujets au niveau de chacune de nos entreprises, mais je pense qu'en tant que citoyen, quand on regarde, il faut qu'on regarde la problématique dans son ensemble. Et encore une fois, ne pas donner le sentiment, et je pense que c'est le risque au travers de ce sujet, qu'il y a, encore une fois, have not, ceux qui ont des compétences numériques et dont on savait déjà avant qu'ils seraient capables de naviguer dans le monde tel qu'il est en train de se bâtir et tel qu'il va se développer, et d'avoir les autres qui sont un peu délaissés pour compte. Et je pense que c'est tout ce qu'on est en train de discuter, tout ce qu'on est en train de vivre et tout ce qu'on est en train de discuter, peut concourir à ce sujet-là. Donc moi, je me permets, je donnerai de leçons à personne, et je ne dirai surtout pas ce qu'il faut faire. Mais je dirais, mon message, c'est plutôt de dire, soyons vigilants dans le fait que nous regardions la problématique dans son ensemble. Alors, toujours dans cette vigilance, vous avez aussi tenu à souligner ou à apporter votre regard sur la qualité de vie des travailleurs en télétravail. Absolument. Parce que c'est un point qui vous touche aussi. Vous m'avez expliqué que c'est très important à la fois de tenir compte de cette expérience employée. Alors, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, revenir sur cet accompagnement que vous tenez à faire peut-être que vous faites déjà au sein de vos différentes équipes? Alors, on a vu dans ces crises-là qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient... Enfin, il y avait une différence de préparation des entreprises qui était très importante. Non pas qu'on ait été préparé à cette situation, sauf qu'on était préparé à être capable, plus ou moins, à travailler dans un monde remote, pour faire simple. Moi, je ne pensais pas qu'on était préparé. Finalement, ça s'est extrêmement bien passé. Et finalement, pardonnez-moi l'expression, on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance. Et que finalement, on s'est rendu compte que, et d'ailleurs on pourrait ensuite réécrire les business cases d'Harvard, c'est d'expliquer comment est-ce qu'on avait été visionnaire et comment est-ce que tout ce qu'on avait pensé a fait en sorte que ça aboutit. Bon, simplement, c'est que voilà, on poussait le nomadisme, on pousse la façon des gens de pouvoir bouger, énormément travaillé, parce que ça va être un des enjeux majeurs qu'on n'a pas beaucoup discuté, on a énormément travaillé sur la cybersécurité. Et je peux vous dire que, enfin je ne vais pas dire sur un sujet, mais je peux vous dire qu'il y a des entreprises qui ont absolument abandonné 80% de ce qu'étaient leurs règles de sécurité. Donc obligatoirement, elles se mettent à risque. Parce que dans le même temps, vous avez les attaques, les cyberattaques qui explosent. Donc ça c'est un vrai sujet. C'est une entreprise, on est... Voilà. Et on a vu, donc en particulier sur notre activité Experis, où on fait beaucoup de support aux utilisateurs, des entreprises, voilà, on met les gens en télétravail, ils sont déjà équipés, c'est très bien. Et puis du jour au lendemain, d'ailleurs j'étais extrêmement impressionné, alors donc ça a été le retour en grâce du PC portable. On pensait qu'il était mort, et il a ressuscité. Et donc nous, on a une activité avec une plateforme logistique, et ainsi de suite. Et alors, ça a été d'ailleurs l'horreur. On a été sur le pont parce qu'on avait nos équipes dans notre usine qui télécharge tous les systèmes de nos clients sur des PC portables, mais y compris dans nos clients, mais y compris de très grandes banques, mais incapables de mettre une part très significative de leurs équipes en télétravail. Donc on a livré et on a installé, donc on a fait preuve de créativité extrêmement importante, des milliers, voire des dizaines de milliers de PC portables donc en mars et en avril. Et d'ailleurs j'étais très impressionné par la capacité des fournisseurs de PC portables. Moi je pensais que leurs usines étaient fermées en Chine. Là, comme tout vient de là-bas, c'est que finalement ça continue à tourner en Chine. Voilà. Donc il y avait... Donc, quelque part, un peu une impréparation. Et moi, là, ça, c'est l'autre sujet. Ce que je vois, et sur cette activité, on pousse aussi nos clients de dire, OK, on a passé la crise. Maintenant, c'est qu'est-ce que ça vous raconte? Comment, est-ce qu'il faut que vous mettiez en place vos dispositifs pour être capable de travailler sur ces sujets? Et entre autres, aujourd'hui, comment est-ce que vous allez pouvoir sécuriser vos infrastructures si vous devez repartir avec 100% de vos collaborateurs en télétravail? Mais ceci étant, la problématique n'est pas fondamentalement différente si vous en avez 40%. Comment est-ce que vous renforcez vos infrastructures pour faire en sorte d'être le moins
avoir le moins de risques possible d'aller vers des problématiques de sécurité. Alors, mais pour revenir sur, et je termine sur et aujourd'hui, on voit bien que dans les recrutements, en particulier de cadres, c'est ok, ça va être quoi l'environnement dans lequel je vais opérer? Comment l'entreprise met en œuvre le télétravail? Quels sont les moyens qui sont mis à disposition? Comment est-ce qu'on gère? Et ça devient un élément absolument clé de recrutement, en particulier, on vient sur nos haves. Donc de cela, c'est dire quel va être l'environnement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont pour l'instant toujours en mode de crise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore négocié d'accord de télétravail. Enfin, on revenait tout à l'heure, la question, c'est est-ce qu'il faut compenser, pas compenser. Voilà, il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas d'accord télétravail. Il va falloir qu'elles le mettent en œuvre, et d'ailleurs, ça va faire partie, à mon sens, de leur politique sociale. Et ça fait partie des sujets. Alors, on est encore dans l'urgence, parce que, et si je reviens sur un autre sujet, allez, moi, je pense qu'il va y avoir un autre impact. Moi, je vous rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprise qui m'ont dit ça m'a ouvert les yeux, moins 20, moins 30% sur mes sièges. Ah oui. Parce que finalement, il y a plein de choses qu'on fait qui ne servent pas à grand-chose. Parce que quand on est en situation de crise, on va à l'essentiel, et puis finalement, on se rend compte que ça marche aussi bien qu'avant. Donc on se dit, si en faisant l'essentiel, ça marche, pourquoi faire du superflu? Surtout que dans le même temps, elles sont toutes en train de se poser la question de comment je baisse mon point mort. Parce que même pour celles qui s'en sont sorties, elles sont toujours toutes vues qu'elles étaient vulnérables. Elles ont vu aussi souvent sur un même secteur que celles qui avaient un point mort plus bas s'en sortaient mieux. Donc tout le monde est en train de se poser la question du point mort. Et donc, et je pense, je ne sais pas si vous voyez, mais d'ailleurs dans beaucoup de plans sociaux qui sortent aujourd'hui, ils sont sur les sièges. Et donc en disant, il faut qu'on se réorganise, il faut qu'on travaille différemment. Bon, après, il va sans doute aussi dans le point mort la réduction des espaces de bureau, mais ça c'est souvent des sujets un peu plus long terme. Et dernier sujet que je me permettrais de rajouter sur ce sujet-là, et d'ailleurs, voilà, il y a eu une de remarques sur ce sujet-là, c'est de dire, mais finalement, si on est capable de tout faire en télétravail, on est capable de tout faire à distance, et pourquoi est-ce qu'on le fait en France? Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est dans ce cas-là, pourquoi on le fait avec nos propres collaborateurs? Et toujours sur cette problématique, comme je veux baisser mon point mort, finalement, est-ce que j'ai besoin de travailler avec des collaborateurs internes ou pas? Et d'ailleurs, et si je ne travaille pas avec des collaborateurs internes, finalement, pourquoi est-ce que je les mets en France et pourquoi je ne pourrais pas les mettre en Roumanie ou en Inde? Donc c'est pour ça, et moi j'ai des heures de discussion, y compris d'ailleurs avec les organisations syndicales, qui de temps en temps, et moi j'en ai vu quelques hystériques, parce que c'était tous aux abris au mois de mars, tous aux abris ou tous en télétravail. J'ai dit, bon, ok, mais c'est pas que moi, mais j'ai bien vu qu'il y avait une discussion en disant, bon, attention, voilà, faut faire attention. Voilà, je crois qu'on ne verra que 2 ou 3 ans après la fin de l'épidémie, ce que ça aura provoqué comme transformation des entreprises. Ça va être majeur. Bon, on a cité l'accélération de l'usage numérique. Voilà, nous, il y a plein de sujets sur lesquels on ramait la signature électronique de nos contrats et ainsi de suite. Du jour au lendemain, voilà, les clients, ah oui, on vous facture électronique, du jour au lendemain, facturé. Enfin, ouais, donc ça a accéléré l'utilisation de notre appli, enfin, ce sujet qu'on avait évoqué, de notre application portable. Voilà, donc on a évoqué le fait que ça a permis d'accélérer. On a fait 5 ans en 1 an. Oui, voilà. Ceci étant, on a fait aussi, c'est à peu près la même chose pour la Poste. Hein. La Poste, en gros, ils vont avoir de 5 ans l'accélération de la livraison de leurs colis. Je ferme la parenthèse, pardon. Je suis trop bavard. J'écoute pas vos questions. C'est très intéressant parce que j'avais envie de vous entraîner. Vous parliez d'exclusion d'une catégorie, d'abord des disparités entre les gens du siège et les gens d'agence, c'est-à-dire vos collaborateurs qui travaillent à l'agence. Et j'avais envie de vous faire réagir sur les jeunes parce que j'étais en train de me poser la question. Parce que vous faites partie donc des entreprises qui un jeune, une solution. Et là, j'étais en train de me dire comment, compte tenu du contexte, vous allez intégrer cette population
qui a besoin de travailler parce qu'il y a quand même un véritable souci avec le chômage des jeunes. Comment vous arrivez à les intégrer? Comment vous les recrutez? Et qu'est-ce qui a changé entre ce que vous faisiez avant et la situation actuelle? Très bien. Bon, on est d'accord qu'on fait un arbitrage. Les jeunes au détriment des autres. Non mais, pour le premier sujet, je dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire, hein, mais, et pour l'instant, on n'a pas vu le complet impact sur le chômage. Mais c'est pas anormal, il y a 2 millions de jobs qui sont subventionnés. Ça s'appelle le chômage partiel. Bon. Donc à un moment, c'est soit ces gens-là vont retrouver de l'activité parce que les restaurants, les bars, l'événementiel redémarre très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de jobs qui, aujourd'hui, une fois qu'ils sont plus subventionnés, disparaissent. Et d'ailleurs, on dit on va dépasser les pics historiques de chômage fin 2021. Et ça arrive, c'est écrit. Donc une fois que vous en êtes là, ça veut dire quelque part, vous n'avez pas de job pour l'ensemble de la population active. Donc je me permets juste de faire ce sujet. Je ne dis pas qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire. Je dis simplement, c'est bien. En faisant ça, ça veut dire que les entreprises, évidemment, elles vont comprendre la politique publique, elle est là. Elle est là pour... moi, je considère qu'une entreprise, elle s'adapte par rapport à ce qu'on lui demande de faire. Elle a sa propre responsabilité sociale, environnementale, qui répond à ses parties prenantes et d'ailleurs à ses propres équipes. Et puis, elle a une législation à laquelle elle s'adapte. Donc, si on lui dit, écoutez, voilà, vous prenez des alternants, on va vous les subventionner, vous prenez des jeunes de moins de 26 ans, on va vous les subventionner, l'entreprise, elles comprennent. Et d'ailleurs, force est de constater, c'est que ça marche extrêmement bien sur l'alternance. Voilà, donc, et ça, il fallait le faire, parce que là, vous ne substituez pas une population par rapport à une autre. Donc aujourd'hui, d'abord, l'alternance, ça marche extrêmement bien. Et les entreprises se sont énormément mobilisées. Je crois qu'il y avait d'abord une vraie mobilisation des entreprises, plus le fait que l'État est venu aider sur ces sujets-là. Donc ça, il fallait absolument le faire. Voilà. Et puis après, sur les moins de 26 ans, c'est pareil, manifestement, il y a beaucoup de contrats qui se signent sur les moins de 26 ans. Et c'est sans doute, encore une fois que j'ai fait mon propos liminaire, on a fait des arbitrages. Donc après, je vous dis, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura réglé ce sujet-là, après, il faudra mettre... mais comme il manquera 1 million ou 1 500 000 jobs, de toute façon, on ne pourra pas être capable d'aider tout le monde, ou alors il faudra les aider, mais pas pour retrouver un job. Donc, bon, maintenant, donc je crois que ça marche, j'irais plutôt pas mal, simplement, et puis il faut accompagner par de la formation, parce que ça va être aussi un des enjeux majeurs, c'est qu'il va y avoir une rotation, ce qu'on pourrait considérer une rotation sectorielle des jobs extrêmement importante. Typiquement, nous, c'est ce que l'on fait depuis l'été. Dans les villes moyennes ou les petites villes du sud-ouest, les gens que depuis 10 ans on formait sur les métiers de l'aéronautique, c'est à peu près sûr qu'ils ne retrouveront pas un job dans l'aéronautique dans les 5 prochaines années. Et là, vous avez à peu près, vous n'avez pas, comme les gens sont assez peu mobiles, il faut trouver localement qu'est-ce que vous êtes capable de leur proposer comme job. Voilà. Donc on a lancé un programme, nous, on a pris 800 de nos intérimaires qui étaient dans l'aéronautique pour les former sur le métier du BTP. Changer complètement de métier. De toute façon, voilà. Et ce qui est dramatique, hein, parce que, encore une fois, ce sont des gens, on avait beaucoup galéré tous ensemble pour former ces gens-là, qui avaient des métiers en plus valorisants. Voilà, je suis ajusteur aéronautique, très bien. Voilà. Maintenant, c'est quand on discute avec tous les grands donneurs d'ordre, et quand vous êtes à FIJAC, de toute façon, après, les opportunités d'emploi, elles sont relativement limitées. Alors, vous avez et donc, par contre, on sait que sur l'ensemble du territoire, parce qu'il va y avoir aussi toutes les aides sur la rénovation énergétique, entre autres, il va y avoir des emplois. Donc, on essaie de motiver, et c'est un changement. Enfin, il faut comprendre ce qu'est l'effort que doivent faire ces gens-là, encore une fois, qui se sont formés pendant de nombreuses années, qui avaient un job où ils avaient le sentiment d'être respectés et ainsi de suite. On a dit, tu vas changer complètement d'environnement. Et d'ailleurs, en plus, tu vas aller dans le bâtiment, qui n'a pas obligatoirement la même image que ce que vous avez dans l'aéronautique. Voilà. Bon, moi, je trouve que d'ailleurs, c'est des gens qui ont besoin de bosser. Donc, je trouve d'ailleurs on essaie de les accompagner au mieux. On va mettre en place toutes les formations, tout le coaching. Sur ces sujets, on prend des engagements, on essaie de basculer sur un certain nombre en CDI intérimaires pour leur dire qu'on croit en eux. Et bon, voilà, donc c'est ce qu'il va falloir faire. Et il y a beaucoup d'analystes qui considèrent que dans les 18 prochains mois, il y a 1 500 000 personnes qu'il va falloir basculer d'un certain de métier à d'autres. Typiquement, on revient sur le télétravail.
Bon, moi, chaque fois que je suis au bureau, et actuellement j'y suis quand même assez régulièrement, je vais essayer de trouver le bon terme, mais voilà, ça me crève le cœur quand je vais au restaurant d'entreprise. Et en plus, c'était des creusets d'intégration. Voilà. Mais c'est des milliers d'emplois. Et si on revient sur ce sujet, il faut pas... Voilà, tout le monde vante... Enfin, c'est pour ça que je me dis, il faut toujours faire attention à ce que l'on fait, et en particulier tous ceux qui, me semble-t-il, parfois disent voilà, du télétravail, 100% de télétravail, c'est super, c'est génial. Bon, d'abord, je pense à ICAD, bien évidemment. Mais plus sérieusement, je pense, ça va changer structurellement l'économie. Et je pense en particulier, connaissant bien les dirigeants d'un certain nombre de grands groupes de restauration collective, est-ce qu'est leur engagement sur l'intégration, et en particulier de personnes d'origine immigrée, qui va s'occuper de ces gens-là? Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Ils ont tous annoncé des plans de plusieurs milliers de suppressions d'emplois. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Donc de toute façon, il n'y aura plus de job. Et enfin, c'est pas dommage, parce que justement, il va y avoir des transformations structurelles. Et même si demain, nos collaborateurs nous disent, en gros, parce que demain, on voudrait faire 2 jours de télétravail, vous baissez de 40% l'activité, vous êtes obligé de changer de business model, parce que de toute façon, les coûts fixes font que de toute façon, vous n'êtes pas capable d'être rentable. Déjà, c'est des activités à très faible marge. Donc il faut qu'ils repensent complètement leur modèle, et ils seront... donc ça sera un creuset d'intégration beaucoup moins important que par le passé. Vous nous avez dégoûté du télétravail, là. Non, mais il faut regarder. Moi, mon sujet, c'est pas... je vous dis, moi, on va passer, nos équipes vont être intégrées. Je dis simplement, c'est qu'il faut regarder ce qu'est l'ensemble du sujet. Il faut être dogmatique sur rien. Et surtout, je vous dis, mais le sujet, c'est pas dégoûter, de pas dégoûter. Simplement, de toute façon, il y a des tendances qui sont structurelles, contre lesquelles nous ne pourrons pas aller contre. Simplement, c'est de comprendre ce qu'en sont aussi les impacts pour être capable d'apporter une réponse. Et je dis, et moi, j'ai sans doute aussi ce tropisme qui est, nous avons sans doute un peu culturellement, et par nos positions sociales, tendance toujours à nous focaliser sur ceux qui ont le moins besoin qu'on se focalise sur eux. Alors c'est très important parce que vous abordez la notion, en fait, vous nous mettez en garde, mais ça veut dire qu'il faut trouver juste un équilibre. Et tout à l'heure, Gonzague a insisté et a parlé de la notion d'équilibre pour le bureau de demain. En gros, il faut trouver un juste équilibre entre le rythme à donner au télétravail et intégrer des personnes qui ont du mal, parce que là, on parle du télétravail comme si tout le monde adhérait, comme si c'était facile pour tout le monde, et vous nous dites, attention, ce n'est pas si facile que ça. Attention, on a un pan de collaborateurs qui vont être mis à l'écart, essayons de les récupérer et de les intégrer. Et Gonzague disait, moi j'aimerais bien qu'il y ait cet équilibre. Alors là je fais un peu la transition, je reviens vers vous Gonzague, parce qu'il y a aussi des questions qui nous arrivent en ligne. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cette notion d'équilibre que vous avez survolée tout à l'heure, mais qui rejoint le propos d'Alain, où vous nous dites, attention, trouvons le juste équilibre et essayons de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de personnes qui soient complètement laissées au banc de ce qui est en train de la société, mais aussi au banc du télétravail. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter ou peut-être votre analyse à ce sujet? Oui, je pense qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une première phase où le télétravail a été forcé pour les gens qui pouvaient télétravailler, pour cette population éligible entre guillemets au télétravail. Il a été forcé et au global, miracle, on s'est aperçu que c'était possible et que ça s'est relativement bien passé. Pas partout, mais relativement bien passé. Moi, je suis frappé que le point d'équilibre, il est un peu à trouver entre les entreprises qui cherchent aussi à faire revenir leurs collaborateurs dans leur siège pour refaire une histoire d'entreprise collective, ensemble, etc. On n'est pas juste des sommes d'individus, on est aussi un collectif, pour recréer du collectif. Mais ce qui m'a intéressé dans ce qu'on a vécu en 2020, c'est que ce point d'équilibre voulu par les entreprises, en fait, il est aussi voulu par les salariés. Et que les salariés, qui, pour certains d'entre eux, étaient assez militants du télétravail, voulaient avoir plus de liberté, plus, et bien finalement, que
eux-mêmes se sont dit, non, trop c'est trop. Alors quand c'est obligatoire et que c'est comme ça, on s'y fait, parce qu'on s'adapte finalement incroyablement bien, aussi bien les entreprises que les individus, mais que quand il y a la possibilité de faire les deux, au final, les entreprises comme les individus vont chercher ce point d'équilibre. Donc, je dirais à titre individuel, et puis ensuite statistiquement. C'est-à-dire que statistiquement, moi je trouve ça très intéressant, l'étude d'ICAD. Voilà, il y a des gens qui sont à fond bureau, d'autres qui sont un peu essentiellement bureau, un peu télétravail, d'autres qui sont essentiellement télétravail ou équilibre, et puis ensuite, etc. Donc finalement, voilà, on s'aperçoit qu'il y a ce point d'équilibre-là qui est non seulement, je pense, souhaité par les entreprises, mais aussi souhaité par les salariés. Moi, c'est ça qui est ce que j'ai appris finalement pendant cette année 2020. Donc pour vous, imposer par la loi, c'est peut-être pas la bonne solution, réglementer le 100% comme on l'entend. Alors je ne sais pas si ça va être effectif. Voilà. Pour vous, attention, le 100%... ne correspond, alors n'est pas souhaitable, et moi ce que j'ai compris, n'est pas souhaitable ni pour les entreprises, ni pour les salariés, et au final, je pense pas pour l'économie non plus. Parce qu'en fait, la force d'une entreprise reste quand même dans l'histoire qu'elle se crée pour les plus récentes, quelques semaines pour des startups ou quelques mois, et puis des entreprises qui existent depuis plusieurs décennies, et puis certaines même séculaires. Voilà, et je pense que quand on est leader, quand on est manager de ces grandes entreprises, on a le souci de la pérennité de l'entreprise, de l'histoire on a l'honneur, dont on a l'honneur d'écrire une des pages. Et je pense que voilà, cet honneur-là, on veut que ce soit un succès. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on cherche cet équilibre-là. Alain, pour vous aussi, c'est prématuré, 100% nous, on a fait plusieurs fois le même sondage auprès de nos équipes et qui est resté à peu près stable entre la sortie du premier confinement et maintenant, avec une courbe de Gauss extrêmement étroite, c'est 2 jours de télétravail par semaine. Et je crois que ça fait revenir, enfin c'est ce que me disent beaucoup de dirigeants d'entreprise, finalement cette phase-là, vous savez, d'abord les entreprises n'avaient pas toujours bonne presse, même si l'entreprise des personnes avait meilleure presse que l'ensemble des entreprises. Mais finalement, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et beaucoup de gens qui me le témoignent, finalement, il y a presque des déclarations d'amour à l'entreprise. Mais finalement, oui, c'est quand même c'est un lieu social. Et d'ailleurs, alors, c'est vrai comme il n'y en a pas d'autres, comme le reste est fermé, mais c'est un environnement social où on a plaisir à revenir avec ses collègues. Et je l'ai vu, donc nous, on était vraiment très prudents, sortie du deuxième confinement au mois de décembre. Et moi, j'ai beaucoup de collaborateurs qui disaient « Mais nous, on veut revenir, on veut se voir, on veut discuter ». Donc voilà, je suis d'accord avec ça que c'est un équilibre. Et je pense que l'équilibre, il est assez facile à trouver, et plus facile qu'on pourrait le penser. Voilà, je pense, et ça me permet aussi une autre réflexion, ceci étant, il y en a bien qui ont vu que ça pouvait avoir un impact pour eux, ce sont aussi les syndicats. Parce que quand les gens vous n'avez pas sous la main, c'est difficile. Alors, et je pense que c'est aussi une tendance qui est celle de nos sociétés, qui sont des sociétés de plus en plus individualistes d'un certain côté, mais où l'homme, étant un animal social, a besoin d'avoir cette relation. Et je crois qu'effectivement, la capacité à trouver un équilibre est assez facile parce que les entreprises, comme tu as très bien dit, ont compris qu'elles pouvaient avoir un vrai intérêt aussi à pouvoir mettre des gens en télétravail, qui était une demande, et sans doute peut-être une demande, alors comme toutes les demandes, moi elles sont un peu fantasmées, finalement on va se dire voilà, il faut trouver le juste équilibre, et je pense qu'on aura énormément progressé sur ce sujet-là, dans l'efficacité de l'entreprise, et également dans la qualité de vie des personnes. Ça va leur permettre éventuellement d'aller un peu plus loin, parce que si je me déplace que 3 jours par semaine, je peux accepter d'avoir des temps de transport un peu plus longs. Mais ceci étant, s'il n'y en a que 3 sur 5 qui se déplacent, il y aura moins de monde aussi sur les routes. Enfin, voilà, donc je pense que ça va aider aussi à la qualité de vie des personnes. Les entreprises vont s'organiser de façon un peu différente. Ça va leur permettre d'aller aussi chercher des compétences, peut-être pas simplement sur un bassin d'emploi plus limité, mais un peu plus large. Enfin, je crois que sur ce sujet, je pense que ça peut vraiment aider. Et je pense que le point d'équilibre est assez facile à trouver, me semble-t-il.
Alors, je reçois François qui nous suit, on va le remettre en ligne un peu plus tard. Il est 100% d'accord avec les observations. Donc, il nous suit, on l'a pas, nous ne le voit pas, mais il nous écoute. Pierre voulait dire quelque chose. Oui, Alain, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal dans deux évolutions que tu nous as décrites? La première, c'est celle d'une tendance pour l'entreprise à focaliser ce qu'elle fait sur un cœur probablement technologique, de développement, et sous-traiter beaucoup de ses activités. Et d'autre part, le désir des collaborateurs de se retrouver, de travailler ensemble au sein de l'entreprise, donc finalement le contact humain, et le développement de l'auto-entrepreneuriat qui va permettre de servir certains des besoins de l'entreprise en service extérieur, mais en même temps qui est une activité très indépendante et seule. Alors, vaste sujet. Alors, sachant qu'il faut, donc on va qualifier de travail indépendant. Travail indépendant, il y en a deux sortes. Celui qui est voulu, celui qui est subi. Et ils sont à l'opposé, encore une fois, de l'échelle sociale. Typiquement, celui que je considère comme subi, c'est celui qui n'a pas beaucoup d'autres choix pour s'insérer dans le marché du travail que d'aller travailler que de passer au travail de travail indépendant. Typiquement, le chauffeur d'Uber. On a dit, et ce qui était plutôt pas mal, après on a vu qu'il pouvait y avoir aussi, il fallait trouver encore une fois un équilibre, mais des gens qui avaient du mal à s'insérer sur le marché du travail, d'origine, une fois, de familles d'immigrés, ou enfin qui a du mal à s'insérer sans particulière qualification. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu une explosion, par exemple dans la Seine-Saint-Denis, de ces créations de ces auto-entrepreneurs. Voilà. Ça leur a donné la possibilité de s'insérer sur le marché du travail, et quelque part d'ailleurs il y a eu une difficulté dans cette phase-là, c'est qu'un certain nombre ont perdu de l'activité, contre les chauffeurs, mais un certain nombre d'autres. Bon. Et ça, c'est quand même une tendance, et je pense sur laquelle moi je suis extrêmement prudent et vigilant sur ce sujet-là. Moi je pense qu'on crée, et ça on l'a montré, on crée un nouveau type de précarité. Et faut qu'on fasse attention, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ils préfèrent le faire, mais simplement c'est en général au détriment de leurs prestations sociales. C'est-à-dire qu'ils disent, bah oui, mais il me reste plus à la fin du mois, bah oui, mais je suis moins bien couvert au niveau de l'assurance maladie, et j'ose même pas penser ce que va être la couverture le jour où ils partiront à la retraite. Donc il faut qu'on fasse attention à cette population où il y a une tendance à l'augmentation, et voilà, c'est le travail des plateformes, mais c'est aussi le travail d'ailleurs de tout ce qui tourne après au e-commerce. On voit bien qu'aujourd'hui d'ailleurs il y a beaucoup de livraison du dernier kilomètre qui est fait avec aussi des auto-entrepreneurs. Et quelque part on revient... Et voilà, je pense d'ailleurs c'est tout un débat au niveau du gouvernement, c'est de dire, bon, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire les tâcherons de la fin du 19e siècle? Donc ça, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Bon, alors maintenant, est-ce qu'il faut se poser ce genre de questions maintenant, alors qu'il n'y aura pas du boulot pour tous? Si c'est comme ça qu'ils peuvent réussir à avoir du pouvoir d'achat, bon, mais il y a quand même ce sujet. Et puis à l'autre bout, il y a les gens très compétents et qui disent, moi, ce que je veux, c'est... je vais où je veux, j'ai pas de sujet d'emploi. Et cela, pour revenir, alors c'est pas moi qui l'ai conceptualisé, c'est déjà un certain nombre d'années, ça avait été conceptualisé par Jacques Attali. Et il avait pris l'image, mais peut-être que j'avais déjà cité, de la troupe de théâtre. Voilà, une troupe de théâtre, c'est des gens qui, à un moment, ils ont un projet, donc ils s'insèrent dans un projet, et puis ça marche pas, ils font une tournée en France, ils faisaient une tournée en France, et puis après, hop, ils repartent, et puis ils recréent une nouvelle équipe. Donc je pense que tu peux très bien, me semble-t-il, avoir du travail indépendant, mais avoir quand même créer une sorte de sentiment d'appartenance. À un moment, tu as une communauté d'intérêt sur ces sujets. Et je pense que ça fait partie des vrais enjeux aussi des entreprises. Et celles qui le maîtrisent très bien, justement, font qu'à un moment, ces gens-là, ils ne viennent pas juste pour faire quelque chose d'alimentaire, mais ils viennent au service d'un projet, au service d'une ambition, et qu'on peut très bien trouver du sens à le faire, et que
voilà, bon, ben, ok, ils passent d'un environnement à un autre, ils zappent un peu. Bon, on peut trouver une certaine cohérence. Bon, pour ceux qui sont, à contrario, je dirais qui sont en gros à la tâche, ceux-là, voilà, il faut qu'ils se créent leur propre environnement social, parce que là, c'est pas le monde dans lequel ils vivent. À partir du moment où ils sont affectés par un algorithme, bon. Alors, ce serait bien de revenir sur François. Alors, il y a toujours 10 secondes, m'a-t-on dit, d'écart entre le moment où je pose ma question et le retour. Donc, c'est pour ça qu'il faut accepter gentiment ces ruptures. J'aimerais savoir, François, si vous avez aussi observé de votre côté, parce que Google, l'ADN de Google, c'est quand même du télétravail. On a l'impression que chez vous, tout le monde, c'est du 100% de télétravail. Mais est-ce que, de votre point de vue, dans votre périmètre, avec vos équipes, est-ce que vous avez observé ce besoin de retour au bureau? Est-ce qu'on peut dire que chez Google, il y a une volonté de la part des équipes, des collaborateurs, ce besoin de revenir au bureau comme on l'a observé chez Alain et chez Gonzague? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Alors, on a exactement le même besoin. Je vais reprendre un point qui est important. Google n'est pas né avec le télétravail. C'est-à-dire que l'ensemble des projets qui fonctionnent bien, qui sortent, sont des projets qui sont nés d'un travail cross-fonctionnel sur site, pardon. Donc, on a fait passer un certain nombre d'enquêtes pour nos collaborateurs et 60% des équipes souhaitent revenir sur site. Donc, on va refaire tourner une enquête en début d'année pour essayer de comprendre comment ça a évolué. Mais nous ne sommes pas à vouloir prôner le télétravail à 100%. Encore une fois, on a beaucoup plus de conviction sur notre capacité à aller chercher les bons sujets, les bonnes idées en travaillant en équipe. Alors, je me retourne à nouveau vers vous parce que j'ai une question sur cas par cas. Vous avez tout à l'heure, quelqu'un a posé la question, observé qu'il y avait avec les call centers, il y avait, alors je reprends la question, comment expliquez-vous la question qui a été posée, la baisse de production dans le call alors quelqu'un, c'est la question qui a été posée en direct. Oui, mais écoutez, alors ça c'est vraiment quelque chose qu'on a observé. Moi j'avais intuitivement analysé que le management, justement par objectif, etc., était beaucoup plus aisé pour les cadres que pour les non-cadres. Et que effectivement, enfin, je sais pas, vous avez été, alors Alain c'est sûr, mais déjà dans des call centers, c'est vrai que vous avez des tables comme ça avec 8 téléacteurs par table, qui travaillent. Il y a le superviseur qui est en face de ces 8 personnes et qui en permanence va solliciter l'un, faire une écoute de l'autre, va conseiller l'un, va, quand il voit qu'il y a un peu moins de motivation, va rassembler ces 8 personnes et va dire « Allez, on va faire un challenge, on va faire ci, on va faire ça. Le premier qui dans l'heure ira vendre telle chose, on fera telle chose. » Voilà, il y a toute cette animation, je dirais, humaine qui est faite physiquement dans un call center et qui est probablement beaucoup plus difficile à faire en télétravail. Après, c'est quelque chose que nous, on a vécu. J'ai lu une interview récente d'Olivier Duhat, qui a fondé WebHelp, et qui lui disait, à l'inverse, qu'il avait réussi, en mettant ses équipes un peu par le monde, dans le monde, avait réussi à maintenir la qualité. Il n'a pas parlé de productivité, mais au moins la qualité du service rendu à ses entreprises clientes. Donc voilà, moi je partage juste mon expérience personnelle. Moi j'en ai conclu que c'était beaucoup plus facile de manager à distance des cadres que de manager à distance des non-cadres. Mais voilà, après c'est juste un point de vue juste très, 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 très local, mais tel que je l'ai vécu. Je ne sais pas si Alain, tu as ce même sentiment ou pas, mais... Écoute, j'ai pas eu ce genre d'expérience, mais c'est tout à fait possible et je connais bien aussi ce genre de métier et nul doute que la façon de motiver les équipes, oui, c'est un sujet important et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, ceci étant, qui sont dans la réflexion qui est la tienne. C'est globalement, dans un certain nombre d'activités, le télétravail a permis d'opérer en situation de crise. Est-ce qu'on est capable de travailler avec
avec des ratios de productivité qui sont ceux qu'on avait avant, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se posent encore la question. Elles sont sans doute en train d'y apporter des réponses, mais... Moi, mon intuition, encore une fois, c'est intuitif, c'est que pour les non-cadres, on a plutôt une baisse de productivité pendant ces périodes-là. À l'inverse, parce que c'est une situation de crise, parce que c'était nouveau, parce que il y a une telle sidération, qu'à l'inverse, je dirais sur le court terme, le télétravail a probablement augmenté la productivité des cadres. À mon avis, une vision très court-termiste. À long terme, c'est faux. Mais à vision court terme, parce que il n'y a pas de temps de transport, parce que les visioconf commencent à 8h, terminent à 20h, et ça n'arrête pas toute la journée. Puis après, il faut travailler pour finir le job qui n'a pas été fait pendant la journée à cause des réunions toute la journée, etc. Une espèce de rythme complètement endiablé, alors qui, à très court terme, permet de la super productivité, mais qui, en fait, à long terme, c'est intuitif, hein, c'est évident, perd de l'effectivité. Il est évident que la créativité plonge, que l'innovation n'est plus là, etc., etc. Donc je pense qu'à moyen et long terme, il y a une perte, mais je pense qu'à court terme, pour les gars, il y a même une extra productivité. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez identifié des impacts psychologiques sur les gens en télétravail ? Alors, c'est une bonne question, parce que j'étais frappé par ce qu'a dit François tout à l'heure, alors qu'il disait qu'au deuxième confinement, il y avait une grande partie de ces équipes qui avaient été mentionnées en détresse psychologique. Je dirais, à ce stade, je n'ai pas eu ce sentiment-là. Alors, je suis très très prudent en disant ça, bien sûr, mais je n'ai pas eu ce sentiment. Deux éléments à ça. Le premier, c'est que je pense qu'on était dès le début hypersensible à ça. Et donc, j'ai beaucoup sensibilisé mes directeurs pour qu'ils prennent vraiment une attention très particulière, comme je disais tout à l'heure, au bien-être de la personne. Et d'être avec beaucoup d'empathie envers la personne. Donc ça, je pense qu'il y a... C'est-à-dire que si je pense que cette empathie est absolument nécessaire pour éviter de tomber trop dans cette détresse psychologique. Le deuxième élément, là où je pense qu'il y a quand même un impact, c'est que quand on dit aux gens maintenant vous pouvez revenir au boulot, ils y reviennent. Enfin, c'est ce que tu as dit aussi chez toi, et ça je pense qu'on le voit chez tout le monde. Même si on n'exprime pas forcément cette détresse psychologique, on est quand même un peu atteint, et que dès qu'on peut revenir, pas forcément dans le monde d'avant, mais pour revenir, pour sociabiliser au travail, oui, on a envie de le faire, parce que le travail, c'est aussi ça. C'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Oui, je pense sur ce sujet, je pense que, mais comme François l'a évoqué, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait l'attention à chacun, et ça s'est traduit ensuite. Nous, on a fait notre enquête interne qu'on fait tous les ans, on l'a faite sur les 15 derniers jours de septembre. Et donc on avait vécu tout le premier confinement. Et donc on a déjà un très haut niveau de satisfaction des collaborateurs sur leur manager. Et il a encore augmenté cette année. Donc, et je l'interprète par le fait que ce qu'on avait demandé aux managers et ce qu'on a essayé de s'appliquer à nous-mêmes, c'est il y aura un petit appel par jour à chacun des collaborateurs. Ça va. Et puis après, regardez les sujets opérationnels, mais à chaque fois, ça va. Et donc sans doute, sans moins de proximité physique, mais plus d'intérêt sur le travail de chaque collaborateur. Et donc, moi, je m'attendais à ce que, en particulier, j'ai une enquête interne qui montre des divergences, je ne savais pas bien dans quel sens, par rapport aux années précédentes. Et en tout cas, pas de grandes modifications. Et surtout, par contre, alors qu'on est vraiment à des niveaux déjà très importants, vraiment un vrai satisfecit sur la relation avec le management autour des 4-5 questions, soit est-ce qu'il m'écoute, est-ce que mon avis... voilà, donc je pense que ce qui prouve quelque part que... moi, encore une fois, je pense que vous avez vu dans mon propos, moi, j'explique pas ce qu'il faut faire. Moi, je pose plutôt des questions et je dis voilà les questions qu'il faut que vous posiez et que chacun y apporte sa réponse. Mais en tout cas, manifestement, la façon dont nos équipes et nos managers ont été en contact avec leurs propres équipes a été appréciée, et idem entre les managers, parce qu'après, il ne faut pas que ce soit le manager intermédiaire non plus qui se prenne tout, et finalement, ça s'est à peu près traduit sur l'ensemble de la chaîne hiérarchique. Alors, il y a certaines entreprises qui ont initié des cellules d'écoute pour justement être
avoir ce retour, ou du moins avoir des lieux autres que l'entreprise pour écouter les managers, mais aussi les collaborateurs qui sont en souffrance. Quelle est votre position là-dessus? Parce que là, on parlait d'une écoute interne. Est-ce que vous pensez qu'en faisant une écoute externe, est-ce que c'est... Alors, nous, on l'avait déjà mis en place au travers de notre cellule de qualité de vie au travail. On l'avait déjà mis en place avant, voilà, pour qu'il y ait une... si en particulier ça ne va pas bien avec le manager, ou si un collaborateur veut exprimer quelque chose dont il n'a pas envie d'en parler avec le manager. Voilà. Et on n'a pas vu d'explosion d'appels. Pareil, chez Sephora, nous avons aussi mis en place ce dispositif de possibilité d'écoute externe. Ça a été largement communiqué et en fait, c'était excessivement peu utilisé. Ah, c'est curieux. Est-ce que c'est, de votre point de vue, est-ce que c'est lié à l'expérience française? Est-ce que les syndicats font ce relais? Est-ce que vous pensez que l'écoute va plutôt, les gens vont faire appel plus facilement aux syndicats pour faire remonter les choses, ou c'est une autre question? Bon, pour rebondir sur ce que disait Alain, je pense que si le manager a bien compris qu'il devait gérer son collaborateur de façon différente, parce que le télétravail, ça n'est pas comme le travail, et qui prend en compte les particularités du télétravail, et qu'il a justement cette attention, cette empathie supplémentaire, peut-être que ça veut dire que le manager joue bien son rôle. Voilà, non, mais moi, je sais pas m'interpréter. Moi, j'ai tendance à penser quand même que la relation entre les employés et les syndicats, c'est un peu distendu, lié au sujet du contact physique qui fait partie d'ailleurs du travail syndical. Me semble-t-il. J'en tire pas de conclusion, c'est plutôt un fait. Et que sans doute aussi parce que, en tout cas en ce qui concerne mon entreprise, j'ai plutôt eu des responsables syndicaux qui étaient dans la surprécaution, et donc quelque part, comme ils s'appliquaient à eux-mêmes ce qu'ils voulaient qu'on applique à tout le monde, ils restaient surtout chez eux. Voilà. Donc après, je pense que la relation avec les collaborateurs, c'est un tout petit peu distendu. Ce qui est, encore une fois, je pense que tous ces sujets de télétravail et ainsi de suite, y compris, risquent de changer la relation entre les collaborateurs et le syndicat. Je pense que le syndicat va avoir besoin de se réinventer lui aussi. Et je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de syndicats, je dis simplement qu'il va falloir qu'ils réinventent aussi leur relation. Alors, je regarde Chronos, il nous reste 9 minutes. Je pense qu'il va falloir faire chacun, on va rappeler François pour une conclusion. Et je tiens à préciser pour les personnes qui nous suivent que, évidemment, ces échanges vont être publiés. Donc, je vous enverrai pour relecture dès que possible pour qu'on puisse, parce qu'on a beaucoup de demandes de guides pratiques en matière de télétravail. On nous a sollicité, donc avec votre autorisation, et surtout je vais faire appel à vous pour que vous regardiez de plus près pour valider tout ce qui a été dit, ou toutes les précautions, ce qui vous semble important compte tenu de votre expérience, parce qu'on parle des gens qui ont expérimenté la chose, important à mettre en avant pour à la fois préparer tous ceux qui sont en difficulté, parce qu'il y en a pas mal qui nous suivent et qui viennent juste aussi pour vous écouter. Vous les formez, si je puis dire, par votre expérience. Peut-être on va rappeler François pour la conclusion, mais peut-être revenir vers vous le temps que François s'installe. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour en guise de conclusion, Gonzague? Moi, je dirais en guise de conclusion que le développement du télétravail est un fait, puisque maintenant on a prouvé que c'était possible. Donc maintenant c'est un fait et il va s'installer durablement dans le paysage. Et que cela met à l'épreuve la qualité managériale. Et que je pense que la qualité managériale essentielle qui est mise à l'épreuve par ce télétravail, c'est d'être capable de manager en confiance avec ses collaborateurs. Parce que là, voilà, on n'est plus physiquement au même endroit au moment où il y a du télétravail. Et donc, il faut être capable de se dire, je ne contrôle plus tes horaires, ta production, ton travail, ton utilisation, etc. On ne va pas mettre des mouchards dans les ordinateurs, etc. pour tout vérifier. Voilà, il faut dépasser ça et être capable de travailler en confiance avec ses équipes. Et je pense que c'était vrai avant, mais je pense que le télétravail fait devenir cette réalité une obligation.
Donc c'est confiance et confiance des deux côtés et empathie. Oui. Alain? Alors moi je suis tout à fait d'accord sur ces sujets. Je reviendrai simplement peut-être sur un point, et c'est sur les aspects communication. C'est qu'il faut accepter aussi que dans ce monde-là, on continue à perdre du temps. Des fois, de temps en temps, on croise quelqu'un au détour d'un couloir, on discute, voilà, d'un truc, puis voilà. Moi, j'étais très marqué, on a peu parlé de la communauté, moi j'étais très marqué, c'était la crise. Et puis, à un moment, j'ai eu un de mes dirigeants qui me disait, bon, je pense qu'on a envie de t'entendre. Bon, ok. Et moi, ce que j'ai fait, donc on a fait travailler les dirigeants ensemble, et j'ai organisé un call toutes les semaines avec mon top 80. Et c'est devenu une institution. Et même après, quand on est sorti un peu de la crise, et je n'ai jamais reçu de leur part autant de remerciements que d'avoir instauré ce sujet. Donc voilà, donc on a peut-être, faut qu'on fasse attention. On a tendance à vouloir, en disant, bon, on est en situation de crise, bon, on va sur des choses qui sont essentielles. Il faut aussi essayer de trouver d'autres moyens de faire. Puisque vous évoquez les bonnes pratiques, on a mis en place aussi, on l'avait déjà fait par le passé sur des projets, mais un petit outil qui permet de recevoir du feedback de la part des équipes. Donc, où, de temps en temps, leur soit c'est une question, qu'est-ce que vous pensez de telle et telle chose, ou voilà, qu'est-ce que vous avez envie de nous remonter. Donc, il faut aussi qu'on change la façon dont on fait notre communication et la façon dont on a des thermomètres qui nous permettent de comprendre ce que sont les attentes des gens. Et quelque part, il faut, voilà, si je juste le dire comme j'ai vécu, voilà, il faut vraiment qu'on se remette en question, et que, j'aime pas beaucoup le terme, mais je vais le faire à dessein pour bien montrer ce qu'il faut faire, voilà, et qu'on se force d'une certaine façon à se dire, voilà, qu'est-ce que il faut que je fasse, ou est-ce qu'il faut que je, entre guillemets, perde un petit peu de temps sur des aspects de communication, sur capter ce que sont les attentes, parce que nos capteurs historiques, ils ont disparu, mais pourtant, tout autant, la demande existe tout autant. Merci pour cette conclusion. Est-ce qu'on peut faire revenir François qui nous attend pour conclure? Merci Louise de me proposer cette conclusion. Alors, 100 fois d'accord sur les sujets d'empathie et de confiance. Et je pense que tout le challenge, ça va être de continuer à cultiver ces deux éléments-là. Ça s'inscrit dans le temps, ça se pratique, ça se revisite. J'allais ajouter qu'il y a un certain nombre de choses qui pourront permettre de cultiver ces deux éléments-là. Merci Louise. Le premier élément sera autour du coaching. Comment le people manager met en place des sujets de coaching, le travail dans le temps. Les sessions de coaching, pour reprendre un petit peu ce que vient de dire Alain, permettent aussi de poser un certain nombre de questions, d'être explicite dans la communication, d'aller au-delà aussi des questions traditionnelles qu'on peut avoir en réunion d'équipe et qu'on peut avoir de manière plus resserrée dans des petits comités. Donc coaching. Le deuxième élément qui me semble important, c'est comment on travaille sur les compétences et comment, en tant que manager, on prend du temps pour travailler sur les compétences et s'attacher peut-être un petit peu moins aux résultats. Il y a tellement d'incertitudes et c'est tellement compliqué de faire des prévisions. Travaillons peut-être davantage sur les éléments sur lesquels on peut avoir l'impact en amont, plutôt que passer trop de temps à lire des résultats ou à deviner ou à estimer des prévisions. Ça me paraît assez clé. J'allais ajouter 2 derniers éléments. Je pense que le sens du collectif s'est aussi renforcé en 2020. Le collectif naît aussi de la croissance d'une contrainte, d'un danger, d'une menace envers quelqu'un, envers quelque chose. Et je crois que paradoxalement, on a renforcé un certain nombre de liens dans les équipes à travers les différentes épreuves qu'on a traversées en 2020. Dit autrement, l'enjeu va être de continuer en 2021 et après, à cultiver cette cohésion, à cultiver ce sens du collectif. Et je finirai en rappelant l'urgence de travailler aussi ce qui est important versus ce qui est urgent. Le fait de travailler parfois en remote, que ce soit de chez soi, en télétravail ou d'autres lieux, nous permet de nous poser davantage aussi pour réfléchir à un certain nombre de sujets sur lesquels on n'avait pas pris le temps de se poser jusqu'à présent. Et il est probable qu'on puisse aller gagner là aussi peut-être des gains de productivité en s'attachant à travailler sur des choses de fond importantes et peut-être être un petit peu moins dans l'urgence. Merci. Merci François. Merci encore à Gonzague, Alain et Olivier qui s'est explicé, Pierre
et à toute l'équipe technique. On apprend nous aussi à fonctionner de manière numérique. Mais donc la prochaine session aura lieu le 16 mars avec Guillaume Alvarez et la patronne de PETC que vous connaissez tous, Mercedes Serra. On vous communiquera tout ça. Merci encore et vous pouvez revenir sur ces moments forts tout de suite après pour vivre ce que nous venons de vivre. Bravo et je vous donne rendez-vous dans 18 mois. Super. Avec plaisir. Merci. Rendez-vous dans 18 mois. Pour en tirer les conséquences. Voir en arrière.